Bonjour. Donc, vous parlez finalement de toute la chaîne, parce que là, vous avez vu un bout de la chaîne qui est comment on élabore les capteurs open source. Donc, c'est tout le détail de la présentation faite par Mathieu et Paul. Donc, le choix des sensors pour Atmosud, encore un support important, c'est le AirLab avec son challenge sur les microcapteurs. Le partenariat Atmosud Aircarto, évidemment, qu'on vient de voir. Le Living Lab aussi, dont on vient de parler. Et puis également la SensorTech, c'est-à-dire avoir des microcapteurs sur étagère, entre guillemets, pour pouvoir les distribuer aux demandeurs, aux acteurs du territoire en cas de besoin. Donc ça, c'est toute notre chaîne d'élaboration des capteurs open source. Et ce qui était très important, c'est que, en fait, toute cette élaboration entre dans une chaîne complète dans laquelle il y a du traitement de la data. Donc voilà, vous avez les différentes briques ici, et c'est celle qu'on va développer ce matin, de ces traitements de la data, donc la mise en base des données, le traitement en QAQC, c'est-à-dire la qualité de la donnée au démarrage, est-ce que le capteur répond bien aux demandes qui se sont faites, et puis comment je traite, je corrige la donnée fil de l'eau. Donc ça, c'est ce qui va être développé tout de suite par Flavie et puis par Morgan. Et puis, une fois que le traitement de la data est fait, c'est comment je donne accès à cette data, donc comment on permet la visualisation de cette information. Donc c'est l'OpenAirMap pour nous, donc c'est la visualisation. Donc on y entre les données d'Atmosud qui sont qualifiées, et puis également des capteurs communautaires qui sont tagués un peu différemment en fonction de la qualité, justement en fonction de cette qualité de la data. Et puis derrière, c'est l'exploitation et l'interprétation des résultats. Donc nous, ça nous sert à améliorer notre prévision, par exemple, à donner de l'information, de la surveillance sur le territoire, mais également mettre en place en évidence la singularité locale ou améliorer les précisions des cartons annuels. Il y a divers services, ça va être développé par Laetitia en fin de matinée, auxquels peuvent répondre les microcapteurs. Donc, je laisse la main à Flavie qui va vous expliquer comment on fait le QAQC en démarrage de campagne et pourquoi on fait ce QAQC qui est très important. Et après, c'est le contrôle qualité de la donnée. Pardon, effectivement. QAQC, c'est assistance qualité, contrôle qualité. C'est ça. Voilà. Et donc, merci Edwige pour cette présentation parce que ça montre bien toute l'importance de la volonté qu'on a eue de maîtriser toute la chaîne, de la construction du capteur jusqu'à l'exploitation de sa donnée. Et effectivement, la part maintenant qu'on va vous développer, c'est vraiment cette partie contrôle qualité. Comment on fait sur le terrain? Et ça, c'est Flavie qui va vous montrer ça parce que c'est lui qui fait ça au quotidien. Et donc, il va vous montrer comment on va sur le terrain pour faire ce contrôle qualité. Et ensuite, on aura Morgan, qui est notre statisticien, qui va nous expliquer comment on corrige ces données au fil de l'eau dans l'OpenAirMap que vous pouvez avoir donc au fil de l'eau. Merci beaucoup à tous. Non, je vous en prie. Effectivement, juste un petit mot. C'est vrai que c'était très important pour nous de professionnaliser en fait toute cette chaîne parce que c'est très important aujourd'hui en fait d'avoir des capteurs qui sont low cost, qui sont agiles et qui nous permettent d'avoir de l'information sur le territoire et que cette information ne soit pas dégradée. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la main donc à Flavie. Donc bonjour à tous, moi je suis Flavie et je vais m'occuper de toute la partie en fait avant que vous ne puissiez exploiter ou voir les données des microcapteurs, surtout de la partie QAQC, donc le contrôle de l'assurance de l'appareil, c'est-à-dire une fois qu'on l'a installé, comment ça se passe, est-ce qu'il ne dérive pas, etc. Et notamment la partie contrôle qualité, c'est-à-dire je reçois un nouvel appareil ou je veux réexploiter un appareil existant, est-ce qu'il n'y a pas eu une dégradation avec le temps et est-ce qu'il est toujours fiable par rapport à ce qu'on veut en faire. Toute cette partie-là va se passer par une intercomparaison de nos appareils candidats sur nos stations de référence. Et pour qu'on puisse coller un maximum avec ce qu'on veut produire avec cet appareil, on va sélectionner une station de référence par rapport aux besoins de la campagne. Donc, si je regarde un exemple assez simple, pour faire des mesures portuaires, mon intercomparaison, je vais l'exploiter sur une station portuaire. On va se rapprocher un maximum de l'environnement ciblé, de manière à rester dans les conditions réelles de la campagne qui se produira derrière. Avec la petite particularité, pour toute la partie citoyenne, on va viser des stations plutôt génériques, on va viser des stations de fond urbain comme Marseille-Longchamp ou Nice-Arson, de manière à avoir une représentation un peu plus globale, puisqu'on maîtrisera moins l'emplacement des capteurs une fois qu'ils sont distribués aux citoyens et associations. Donc, une fois qu'on a choisi notre station de référence, on va produire pendant au moins 12 jours de la donnée, de manière à avoir un maximum de dynamisme et de variabilité dans les données. Ces 12 jours, on ne les choisit pas de manière aléatoire et on ne les positionne pas non plus dans l'année de manière aléatoire. On va cibler les périodes plutôt entre octobre et mars
qui sont des périodes propices à l'accumulation des polluants et donc à des gammes assez fortes, de manière à ce qu'on puisse par la suite vérifier que notre appareil répond bien sur des valeurs basses comme les valeurs hautes. L'intérêt de ça, c'est d'éviter d'avoir des capteurs qui seraient trop linéaires ou de leur infliger derrière des traitements qui réduiraient leur impact. Pour la partie analyse, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est voir au bout de ces 12 jours de mesure, qu'est-ce qui nous dit cet appareil? Est-ce qu'il a été propre? Est-ce qu'il a eu des problèmes de communication, des problèmes d'alimentation? Est-ce qu'il est capable de donner quelque chose auquel on s'attend dans les conditions dans lesquelles on l'a installé? Et si toutes ces réponses sont sur un oui, à ce moment, on va le mettre par rapport à la référence. Par rapport à la référence, ce qu'on va aller chercher, c'est voir comment il répond par rapport à notre station de référence, comment il se comporte, à peu près les mêmes questions que juste avant, mais cette fois-ci avec un point de comparaison. Et suivant ces points de comparaison, on va dissocier 3 grandes catégories. Vous avez en visuel la première régression linéaire, c'est un capteur qu'on va mettre dans une catégorie A, c'est-à-dire les capteurs pour lesquels on est sûr de ce qu'on veut, on est sûr de ce qu'il mesure, et on va pouvoir lui apporter une correction sans trop retravailler sa donnée, puisque l'idée, c'est pas non plus de corriger tout et n'importe quoi. À l'inverse, je vous ai mis un autre capteur qui, lui, sur les mêmes régressions linéaires, il descendrait trop bas, et il serait dans une catégorie sur laquelle on est beaucoup plus regardant, voire même on va le mettre de côté, puisque sur une correction, ça serait beaucoup trop lourd pour lui et pour nos exploitants derrière, d'avoir quelque chose de propre, puisque vous le voyez, si mon premier graphique, j'ai une courbe qui est relativement propre et qui suit ma référence, c'est la ligne rouge, sur le second, j'ai quelque chose d'un peu plus éparse. J'ai des données qui vont monter peut-être même trop haut, et je vais avoir même des données qui vont descendre en dessous de la référence, ce qui veut dire que derrière, quand on va le corriger, ça va être assez compliqué, parce que c'est un capteur qui finalement va être, je ne vais pas dire aléatoire, mais avoir des comportements assez atypiques. Et si là, c'est des comportements atypiques sur 12 jours, vous imaginez bien que sur une année, ça fait quelque chose d'assez lourd et qui va complexifier toute la partie analyse. Donc ces catégories, elles sont normées, c'est-à-dire qu'elles proviennent d'un petit tableau qui a été travaillé par le LCSQA, où globalement, on vient analyser sur une régression linéaire, mais également d'autres paramètres que je laisserai mon collègue vous expliquer. Et on va en fait venir cintrer nos appareils toujours sur cette période pour savoir un peu quel degré de confiance on met dedans et à partir de là, quel type de correction on va lui appliquer. Sachant que cette partie-là ne concerne que les corrections issues de l'intercomparaison, donc c'est les corrections fixes. Donc c'est assez important qu'on soit sûr de nous quand on les met, puisque elles peuvent évoluer avec l'année et comme on n'aura plus ce regard par rapport aux stations de référence, on s'évite en venant catégoriser nos capteurs et donc en venant mettre de côté certains appareils, de vous produire des données qui pourraient vous induire en erreur et induire en erreur toute la partie analyse. Voilà. Merci Flavie, c'était important pour nous de vous présenter cette étape parce que c'est important de comprendre toute la chaîne. Aujourd'hui, on a construit les capteurs, donc vous avez vu, il y a déjà tout un travail avec les associations, avec Aircarto pour avoir un capteur qui corresponde aux besoins et aux usages du terrain. Derrière, Flavie prend ces capteurs, va les mettre sur les stations, va intercomparer. Et après, on a déjà tout un premier travail avant même de mettre une correction qui nous permet de savoir si le capteur, on peut l'utiliser ou si on ne peut pas l'utiliser selon des critères très précis qui vont être utilisés pour savoir dans quelle catégorie on le met en place. Donc, merci Flavie pour ta présentation et pour nous avoir présenté ton travail finalement sur ces capteurs. Et je laisse la parole à Morgan, qui est aussi ingénieur d'études modélisation à Atmosud et qui va nous présenter comment maintenant, une fois qu'il récupère les capteurs qu'on a catégorisés plutôt en A ou en B, pour pouvoir les corriger et quel type de correction on a mis en place et surtout quels résultats et quelles incertitudes avec ces micro-capteurs. Alors bonjour à tous, je suis Morgan Jacquinot et je vais vous parler un petit peu de la façon dont on corrige les mesures micro-capteurs lorsqu'elles sont enregistrées brutes. Donc il y a 2 phases de correction principales. La première, c'est celle qui est issue du contrôle qualité dont a parlé Flavie. Et la deuxième, c'est une correction qui est en temps réel. Voilà, je vais essayer de vous expliquer ces 2 phases relativement simplement. Pour commencer, ce qu'on peut regarder, c'est le comportement, c'est la réponse du capteur brut. Je vous ai mis 2 exemples. Le premier en haut, donc on a une réponse assez linéaire, donc on a un biais négatif, le capteur sous-estime un petit peu. Là, c'est grave pour les lire. En abscisse, vous avez la mesure de station de référence et en ordonnée, vous avez la réponse du capteur. Voilà.
Dans l'idéal, c'est que les points sur le graphique soient sur la bisectrice rouge, c'est-à-dire la valeur microcapteur est égale à la valeur de l'analyseur de référence. Donc, le premier en haut, on a une réponse assez linéaire. Le deuxième en dessous, vous voyez qu'il y a une courbure. Donc, il y a différentes réponses selon les capteurs et on ne peut pas le savoir avant de faire cette période d'intercomparaison et de contrôle qualité. Donc, alors les capteurs qu'on a testés, c'est les nébulaires NextPM avec les cellules Terra et les Purple également. D'où l'intérêt de corriger ces capteurs et d'avoir une correction propre à chaque capteur, parfois linéaire et parfois non linéaire. Voilà. Une seconde phase de correction va consister à faire une correction au fil de l'eau. Pourquoi? Parce que le comportement des capteurs dépend également de l'environnement, à savoir de la météo, en particulier l'humidité de l'air, qui vient grossir la taille des particules artificiellement et qui peut leurrer le capteur dans une certaine mesure. D'autre part, la nature des particules et enfin de la saison. On a des sous-estimations estivales qui sont plus importantes qu'en hiver. D'où l'intérêt de faire deux types de corrections. Alors, la première correction, je vous disais, elle est issue du contrôle qualité. Donc, à la suite de ces 12 jours d'intercomparaison, on regarde la réponse du capteur, on décide s'il est déployé ou pas. Et pour ceux qui sont déployés, donc, on effectue une correction linéaire ou polynomiale, selon la réponse du capteur, du type y égale à x plus b, avec un exposant sur le x pour corriger les courbures, comme vous avez vu précédemment. Là, vous avez un exemple d'une installation de microcapteurs sur le toit de la station de référence de Marseille-Longchamp et qui permet de faire cette intercomparaison et ce contrôle qualité. Alors, je vous donne un petit exemple de retour sur un an, en moyenne journalière en PM10 qu'on a fait sur les mesures microcapteurs à la suite de cette intercomparaison, donc à la suite de cette première correction. Donc sur ces graphiques, toujours pareil, en abscisse, vous avez la station de référence et en ordonnée, vous avez les concentrations microcapteurs. En gris, les concentrations brutes et en bleu, qui se rapprochent de la dissectrice, les concentrations corrigées à la suite du contrôle qualité. Donc vous voyez que les biais à l'origine sont assez bien corrigés par le contrôle qualité, même s'il dure 12 jours. Là, sur cette période de 1 an, on voit quand même qu'on se rapproche de la bissectrice, signe que la réponse capteur corrigée se rapproche de la mesure de l'analyse. Donc là, vous avez deux stations, un exemple à Marseille 5 Avenue et à Aix, station de trafic. La même chose pour les PM2.5. Donc, alors là, c'est un peu plus difficile à distinguer parce que les mesures capteurs PM2.5 en brut, elles sont quand même bien meilleures que les PM10 et la correction d'autant plus. Donc vous avez toujours les réponses microcapteurs brutes en gris et celles qui sont corrigées en bleu à la suite de ce contrôle qualité. On est en moyenne jour, PM2.5, voilà. Donc là, c'est une station, ce sont deux stations de fond, Aix-Arc et Marseille 5 Avenue. Alors, une fois qu'on a fait ce contrôle qualité, cette correction, linéaire ou pas, on constate qu'il y a quand même encore des réponses différentes entre le microcapteur et la station de référence. Là, vous voyez deux séries temporelles, donc sur le mois de février, des retours capteurs corrigés et de la station de référence. J'ai entouré trois zones qui montrent que parfois, même après cette première correction, le microcapteur est encore en surestimation et parfois il est encore en sous-estimation, notamment sur les pics. De ce fait, il est nécessaire d'effectuer une deuxième correction, dite au fil de l'eau, c'est-à-dire en temps réel, pour, au fil du temps, venir corriger les pics en surestimation ou les valeurs sous-estimées par le microcapteur. Donc on va passer à l'explication de cette deuxième correction. Dans l'idée, en fait, cette deuxième correction est opérée par un couple de référence qui est constitué d'une station de mesure, donc une station de référence, qui est couplée d'un microcapteur. Et on va regarder l'écart, en fait, le ratio entre les mesures station de référence et microcapteur. Et ce ratio va permettre de venir corriger les capteurs déployés dans la zone. Et là, vous avez un exemple sur Marseille, par exemple. Donc on a un couple
station de référence microcapteur qui vient corriger dans la ville de Marseille les capteurs déployés. Dans l'idéal, on reste dans le même bassin d'air. On l'a vu, la réponse capteur peut dépendre de la météo et de la nature des particules. Donc c'est bien d'être dans le même bassin d'air, à la fois pour le couple qui opère la correction et pour les capteurs qui sont corrigés. Alors, toujours pareil, je vous ai mis les mêmes stations que tout à l'heure. Donc, les réponses capteurs après les 2 corrections en bleu et les réponses capteurs brutes toujours en gris. Pour les stations d'Aix-Roi-René et de Marseille 5 Avenue, donc là, ce sont des PM10. Donc, vous voyez, les 2 corrections successives, quand même, améliorent grandement le signal d'origine, puisque là, on se rapproche grandement, y compris pour les valeurs hautes, de la bisectrice rouge, le signe que les mesures microcapteurs corrigées se rapprochent de la référence. Donc là, c'était les mesures PM10, les mesures PM2.5, encore une fois. Donc là, vous voyez les stations d'Exar et Marseille 5 Avenue, en particulier PM2.5 en moyenne jour. Et vous voyez que la station d'Exar, qui surestimait à l'origine un petit peu les valeurs hautes, c'est plus le cas. Après les 2 corrections, on est très proche de la bisectrice, donc on a une belle linéarité. Alors, on pourrait se demander pourquoi on fait 2 corrections successives et pourquoi on n'en fait pas une qui engloberait les 2. Dans ces graphiques-là, vous voyez, alors, ce sont des biais mensuels bruts, donc des séries temporelles. En abscisse, vous avez les mois de l'année, de 1 jusqu'à 12. Et en ordonnée, vous avez le biais, c'est-à-dire le biais, c'est la différence entre la station de référence et le microcapteur, qui est moyenné sur le mois. D'une part pour un capteur de référence et d'autre part pour un capteur qui est déployé. Donc, dans le graphe de gauche, vous voyez en rouge le capteur de référence. Ces biais mensuels tout au long de l'année sont très différents du capteur déployé en bleu. Du coup, si on veut opérer une correction de l'un par rapport à l'autre, vous voyez que ce n'est pas possible. Si on prend le mois de janvier, par exemple, si on veut corriger le capteur déployé qui est à -3 en moyenne sur le mois, à partir d'un biais qui est observé à la station de référence de +1, ça ne va pas marcher. Ça, c'était pour les données brutes. À la suite du contrôle qualité de la première correction, qu'est-ce qui se passe? On a les biais et du capteur de référence et du capteur déployé qui sont proches les uns des autres. Donc là, effectivement, on peut opérer une correction d'un capteur par rapport au capteur déployé. Voilà. D'où l'intérêt de faire ces 2 corrections. On ne pourrait pas faire la correction au fil de l'eau sans faire le contrôle qualité et la correction linéaire préalable. Alors, je vais vous parler un petit peu des retours qu'on a sur ces données corrigées, à savoir qu'est-ce que vaut une valeur donnée corrigée par rapport à une donnée d'un analyseur de référence. Alors pour ce faire, ce qu'on a mis en place, on a mis en place un protocole, on a disposé sur la région plusieurs couples microcapteurs et analyseurs. Là vous avez l'exemple entre Aix, Marseille et Marignane. Et on s'est dit, on va prendre un couple et on va s'en servir pour corriger le suivant. Par exemple, le couple microcapteur station de référence de la ville d'Aix-en-Provence va venir corriger le capteur de Marignane. Le couple de Marignane va venir corriger le capteur de Marseille et Marseille va venir corriger le capteur d'Aix-en-Provence. Mais comme il y a des couples partout, on va pouvoir vérifier si cette correction est valable et quelles sont les incertitudes. Donc ce protocole a été mis en place durant 1 an et donc on a des résultats qui sont assez robustes. Juste une précision, là vous voyez qu'on opère les corrections sur une distance de 20-30 km. Dans la réalité, on a des stations de référence dans chaque ville qui viennent corriger les capteurs déployés dans la ville en question. Mais là, pour le test, on a essayé de voir jusqu'à quelle distance pouvait porter cette correction au fil de l'eau. Donc c'est d'autant plus intéressant. Voilà. Donc les résultats suivants sont relatifs à ce protocole mis en place. Alors, je vais commencer par les PM10. Donc vous avez 3 tableaux qui donnent des incertitudes horaires, journalières et annuelles. Pour les PM10, on est entre 60 et 70% d'incertitude sur les valeurs données. Pour les incertitudes journalières, on est entre 30 et 40%.
Et enfin, pour les incertitudes annuelles, si on prend une valeur annuelle, par exemple, à 20 microgrammes, le biais moyen, il est de 1,6. Voilà. On est à 8% d'erreur moyenne. Donc là, vous voyez ces graphiques. Alors, ce sont les stations de Toulon, avec en gris toujours les capteurs, la réponse capteur brut, et en bleu la réponse capteur corrigé. Alors, là, on a fait des essais avec l'ensemble des capteurs, mais dans la réalité, le premier de Toulon-Foch, ce n'est pas un capteur de catégorie A ou B, et il ne serait pas déployé. Hein. Mais c'est pour montrer que la puissance de la méthode permet tout de même de corriger ce type de capteur-là. Juste peut-être, Morgan, pour comprendre ces chiffres-là, quand on a valeur en haut, ça veut dire que pour des valeurs qui sont autour de 30, on a une incertitude qui est autour de 70%, c'est ça? Et quand on a une valeur autour de 60, on a des incertitudes qui sont autour de 60%. C'est ça, tout à fait. Donc c'est intéressant de voir, selon que ça soit horaire, journalier, annuel, les différents pas de temps, les différentes incertitudes, et aussi dans ces différents pas de temps, qu'on soit en valeur basse ou qu'on soit en valeur élevée, on a des incertitudes différentes. Donc on voit pour les particules fines, on est meilleur sur la partie annuelle, hein, avec les incertitudes intermédiaires, c'est peut-être un peu moins bon. Je te laisse continuer. Je vais détailler ça dans le slide suivant qui concerne les PM2.5. Alors vous voyez, la qualité de la réponse capteur sur les PM2.5 est bien meilleure sur les PM10. Toujours pareil, vous avez un tableau d'incertitude horaire, journalière et annuelle. Et on peut voir pour les seuils 20-40 microgrammes des incertitudes entre 26 et 30%. Pour l'incertitude journalière, pour les seuils 10 et 25 microgrammes, entre 18 et 12. Alors par exemple, si on prend l'incertitude journalière en PM2.5, pour la valeur 25 microgrammes, 12%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur qu'aurait mesuré un analyseur s'il avait été à la place du microcapteur se situe entre 23 et 28 microgrammes. Voilà. Incertitude annuelle, alors là on a 4% en biais. En moyenne, les particules PM2.5 sur l'année font des valeurs autour de 10 microgrammes. Ça veut dire qu'on est à 0,4 microgrammes près. Ouais. Donc tous ces essais-là ont été faits sur une période d'1 an. Donc c'est assez robuste. Voilà. Je vais juste rappeler quand même quelque chose, Morgan. C'est vrai que ça nous a amené pas mal de discussions quand nous, on en a parlé. Mais cette incertitude-là, pour que vous ayez une notion, là, on corrige de la donnée par rapport à un capteur de référence, certes. Mais aujourd'hui, nos capteurs de référence sont comparés à de la référence nationale et étalonnée. Aujourd'hui, ce qu'on accepte comme correction, c'est, pour nos stations de référence, ce qu'on accepte comme incertitude, c'est 25 à 35%. Donc ça donne quand même une idée. Alors, on ne compare pas effectivement à une référence, on compare un appareil, une référence nationale, on compare à un analyseur qui lui-même a son incertitude, certes, mais c'est quand même pour donner une idée. Donc, franchement, là, sur les données avec les particules fines, on a quand même quelque chose qui rentre dans ce cadre-là et qui est quand même de très bonne qualité. Alors, les grandes étapes dont je viens de vous parler, pour synthétiser, on part de données brutes, on réalise un contrôle qualité qui permet de faire une correction linéaire ou polynomiale, à la suite de quoi on cumule ça à une seconde correction en temps réel. Et enfin, les données obtenues permettent de les diffuser via OpenRMap où ils sont utilisés dans les cartes horaires journalières ou annuelles qui sont sur notre site internet. Une précision, tous ces traitements sont opérés par la base de données Microspot. Merci Morgan pour cette présentation. Donc là, vous voyez tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent, de la construction du capteur jusqu'à son traitement de sa donnée avec le contrôle qualité, la correction en temps réel, les données élaborées, qui vont servir après dans tous les usages qu'on va montrer avec différents témoignages. Mais là, c'est à vous. Je vais vous laisser un petit peu la parole parce qu'on a présenté pas mal de choses. Et si vous avez des questions, que ça soit en visio, je vous rappelle, si vous avez des questions, soit vous les posez dans le chat, soit vous levez la main et on vous donnera la parole, on vous ouvrira le micro. Et sinon, dans la salle, c'est le moment, c'est à vous d'intervenir et de poser vos questions pour aller un peu plus loin dans ces sujets. Merci. Alors, on avait une question de Jérôme Cortinovis qui nous suit depuis la Normandie. Il nous demandait du coup, alors Morgan, lorsque tu fais du coup la seconde étape de correction, est-ce que du coup les stations doivent avoir une typologie particulière, proximité, fond, influence trafic, et également quel est un ordre de grandeur de la distance quand tu parles de bassin d'air? Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de la distance qui est concernée?
Oui, alors au sujet de la typologie, les tests qui ont été réalisés en PM10 notamment, on a transposé des erreurs d'un site trafic vers un site de fond. Ça pose pas de problème. Voilà, donc disons que la référence peut être un site de fond et elle permet de corriger un site trafic, c'est pas un problème. Au moins pour les PM10, c'est certain. Maintenant, la notion de bassin d'air, là, dans les tests qu'on a fait dans l'est des Bouches-du-Rhône, on a mis 3 stations, 3 couples, et on est à entre 20 et 30 km l'un de l'autre, donc cette correction porte au moins jusqu'à 20-30 km dans cette zone-là. Il faut savoir que c'est quand même une zone qui est météorologiquement assez homogène. On n'a pas pris le front de mer non plus, parce qu'il peut y avoir des problèmes avec des embruns. On n'a pas pris des zones industrielles où la nature des particules est différente également. Donc ça, pour définir les bassins d'air, il faut faire attention à la proximité des émissions très locales, au zonage météorologique également, et si on prend ça en compte, a priori, on reste dans le même bassin d'air. Voilà. Merci. Je vois l'ensemble des process est réalisé par la base de données Microspot. Je pense qu'il faut expliquer un peu dans quel contexte on travaille. Microspot, c'est un projet qui a été développé par plusieurs ASCA, en collaboration avec la volonté constante de travailler en commun au niveau des différentes ASCA. C'est donc un projet qui consistait à récupérer les données des microcapteurs utilisés, quels qu'ils soient. Et là, on se rend compte, je tiens à insister, que Atmosud est vraiment en avance sur le travail tel qu'il vous a été présenté, d'utilisation des données microcapteurs. Il faut bien voir qu'il y a une volonté de ne pas utiliser des microcapteurs, vous en avez vu en vente sur Amazon, des sociétés en ont développé. Il n'y a aucune critique par rapport à ces microcapteurs, mais ils les mettent en vente et après vous l'avez. Et à ce moment-là, on peut considérer que la donnée est, comme on dit en anglais, at face value. Vous lisez une valeur, puis vous dites, ouais, ok, c'est bon. Ben non. Comme vous avez vu que les analyseurs de référence obéissent à une chaîne métrologique très rigoureuse, eh bien, écoutez, là, l'utilisation des microcapteurs, c'est dans le même esprit. Il y a vraiment une volonté de ne pas avoir une lecture sur un appareil qui soit at face value, mais qui soit complètement analysé et traité. C'est ça qui est important, traité de manière à tenir compte des facteurs environnementaux et de la conception même de ces microcapteurs. Et donc, ça devient d'une fiabilité absolument remarquable quand c'est traité de cette manière. Alors là, on rencontre une difficulté au niveau de l'ensemble des ASCA qui travaillent sur le territoire national, parce que, c'est clair, toutes les ASCA n'ont pas le même niveau d'équipement, mais je pense qu'il est très important de soutenir une démarche de cet ordre, parce qu'il y a encore des associations agréées sur la qualité de l'air, ils considèrent que les microcapteurs, c'est des systèmes qui servent à sensibiliser. Non, on a dépassé ce stade très largement, et je compte sur vous pour, en particulier aux associatifs, pour le faire savoir et donner du poids à cette démarche de manière à ce qu'on puisse la rendre utilisée dans l'ensemble des régions, ou tout au moins dans la plupart des régions où la surveillance, où la qualité de l'air est surveillée. Merci. Merci Pierre-Charles. Alors une autre question dans la salle. Névénique, je vais te laisser te présenter, te lever pour que les gens te voient, surtout en visio, et te présenter. Merci pour le super travail. Je suis totalement d'accord avec Pierre-Charles. D'ailleurs, il y a l'université de Galatasaray qui m'a appelé parce qu'il y avait vraiment une question justement d'accessibilité à la donnée. Donc Névénique Cadec, j'ai été présenté tout à l'heure. Je suis cofondateur de Aircarto et je travaille pour la ville de Marseille. Je suis référent qualité de l'air. Mais là, je ne vais pas du tout parler de la ville de Marseille. Je parle effectivement, c'est un énorme. Avoir des microcapteurs, ça aide évidemment les acteurs en France, mais aussi à l'étranger qui ne peuvent pas avoir ce type de capteurs. En tout cas, des gros appareils de mesure comme il peut y avoir
chez Atmosud, enfin chez Asqua. Ma question était par rapport au QCQA. Je me pose la question sur le fait que les appareils de mesure donc, qui sont très performants chez Atmosud sèchent les particules. Et est-ce que dans la correction des données, il est pris en compte l'hygroscopicité des particules, qui est fonction évidemment de l'humidité, la température et l'humidité relative de déliquescence? Est-ce que ces questions sont prises en compte? Parce qu'il y a quand même une grosse différence sur la taille des particules en fonction de ces paramètres d'entrée. Alors, déjà dans les capteurs, il y a des sécheurs à partir de 60% d'humidité. Donc il y a des sécheurs dans les microcapteurs, à partir de 60% d'humidité, le sécheur se met en marche. Après, si la question c'est de savoir pourquoi on ne corrige pas le microcapteur avec des variables d'humidité ou température, la période de QAQC de 12 jours, elle est courte pour faire ça. Et du coup, en fait, les variations d'humidité et de température sont prises en compte lors de la correction au fil de l'eau. La correction en temps réel à partir d'un analyseur de référence, d'où l'intérêt d'être dans le même bassin d'air. Si on a un air très humide dans le bassin, le couple de référence va en tenir compte pour effectuer sa correction sur les capteurs déployés. Voilà, donc c'est l'option qui a été choisie. C'est l'importance du bassin d'air, effectivement, voilà, pour pouvoir faire ces corrections. Alors, Dominique. Oui, Dominique Robin, Atmosud. Moi, je crois que sur cette question, il faut répondre précisément sur la deuxième correction, parce que on le sait, l'humidité qui joue un rôle très important, et beaucoup de constructeurs ont travaillé sur cette dimension, soit avec les sécheurs, soit avec simplement des sensors d'humidité qui viennent corriger finalement à la volée. La force de la méthode qui est proposée là, c'est justement qu'on va corriger l'ensemble du phénomène sans forcément en avoir tous les tenants et aboutissants, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'humidité, la nature de l'aérosol, et on est dans une région où elle varie quand même beaucoup, hein. On a entre le matin ça peut venir de la terre, l'après-midi ça vient de la mer. Enfin, vous voyez bien que derrière cette question-là, c'est très complexe. Et donc la deuxième correction, elle vient corriger l'ensemble, un peu en mode boîte noire, hein, parce que tu as parlé de biais, mais ça évite de rentrer justement dans ce séquençage finalement des différents paramètres. Alors beaucoup de fournisseurs travaillent là-dessus. C'est pour ça que parfois on vous fournit des analyseurs avec ce qu'on appelle de l'algorithmie de correction. Alors on se rend compte que finalement c'est quand même beaucoup mieux de le corriger avec une référence telle que ça vous a été présenté. Je complète ce que tu as dit, Dominique, d'autant plus qu'il y a un effet fort lié à la température et lié à la saison. Et là, si on devait faire un QAQC, donc une intercomparaison suffisamment grande pour avoir à la fois de l'hiver et à la fois de l'été, on n'en finirait pas. Le fait d'avoir un couple de référence qui vient corriger permet également de prendre en compte non seulement l'effet météo de bassin d'air, mais également l'effet saisonnier tout au long de l'année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre Aubonissel, donc Cannes Environnement. Ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Quand on va sur OpenRMA, donc on voit l'ensemble des capteurs. Si on le regarde aujourd'hui, tous les capteurs sont verts. On va se dire, ah mais les capteurs sont optimistes, alors que si on met sur OpenRMap, on a la possibilité de mettre la carte ICARE H. Donc on voit une différence très importante entre les deux, sauf la semaine dernière où on avait une pollution au PM très importante, dont les capteurs étaient rouges et la carte était rouge aussi. Donc c'est juste pour expliquer que les capteurs captent uniquement les PM, alors que la carte ICARE prend, je crois, 4 polluants, donc les PM, mais il y a également, je te laisse préciser le reste. Donc la différence est normale. Ne prenez pas les capteurs comme une météo de l'air, c'est simplement la pollution par les PM. Je crois qu'il fallait se préciser. Alors, tu fais bien de le préciser, je vais vous donner la parole juste pour compléter effectivement l'indice ICARE, donc indice cumulé de l'air horaire qu'on met en ligne aussi sur cette plateforme, permet de voir plusieurs polluants, donc particules fines PM10, PM2,5, ozone et dioxyde d'azote, et donc c'est l'indice cumulé. Mais je crois qu'on a la possibilité d'avoir aussi les cartes modélisées des particules. Donc vous pouvez quand même comparer avec la carte modélisée des particules. Et après, ce qui est important par rapport à ça, c'est vraiment
de prendre conscience aussi que notre indice ICARE, on le base sur des stations de référence, sur notre modélisation, donc la cartographie et tout ce qu'on va y apporter, et ces stations de référence qui vont donner une information globale de la qualité de l'air. Mais qu'est-ce que va apporter le microcapteur? Il va apporter une variabilité très locale qu'on ne va pas forcément voir avec les capteurs ni avec la modélisation. Et c'est pour ça que pour nous c'est très important, parce que ça nous apporte une information complémentaire sur le territoire. Et en plus, à terme, si on garde ces stations suffisamment longtemps, ces microcapteurs suffisamment longtemps, on va pouvoir les réintégrer dans nos cartographies pour avoir de l'information plus localisée qui sera apportée par ces capteurs-là et qu'on n'aura pas par les stations de référence. L'intérêt de ces capteurs, c'est vraiment d'apporter de l'information locale de façon dynamique sur l'année, en tout cas sur les périodes où on va les utiliser, et de façon large sur le territoire en les déployant le plus possible. Et avec tout ce qu'on vient de montrer, ça permettra vraiment de compléter notre surveillance, et on va voir après dans les usages que ça apporte vraiment de l'information complémentaire. Alors, des questions là. Oui, Michel Pierre de France Nature Environnement du Var et d'Acte Énergie. Moi, ma question est que ces microcapteurs qui mesurent les particules, les mesurent en nombre. C'est un comptage. Et ensuite, il y a un algorithme, enfin une transformation. Et est-ce qu'il ne serait pas préférable de dire le nombre de particules qu'on a compté, c'est-à-dire la mesure? Et au moins comparer tous une mesure, parce que c'est fait par un laser, et puis on peut dire les particules sont comptées, c'est au-dessus de 0,3 microns. Oui, merci Michel. C'est vrai que cette question, on se l'est posée depuis longtemps. Et un des enjeux pour nous, c'était aussi de capter cette information, parce que, en effet, les capteurs comptent, et ensuite on les transfère en masse. Et on voit bien que dans cet exercice-là, on parlait de la nature des aérosols, on peut avoir des choses qui sont variées. Ce qui milite en faveur de conserver la concentration en masse, c'est simplement parce qu'on a des références aujourd'hui, et ce sont ces références en fait qui permettent de situer la concentration. Le problème du nombre de particules dans une gamme de 1 micron jusqu'à 0,1 micron, si on va un peu plus, jusqu'à 10 microns, c'est que finalement on n'a pas de référentiel. Donc nous, on a vraiment cet attachement de pouvoir le comparer, d'amener des référentiels qui soient lisibles. C'est quand même complexe, hein. Beaucoup d'entre vous avez mis les mains dedans, vous avez l'habitude de ça, mais quand on met entre les mains d'un particulier ou d'une association ou d'une école, comme ça a été évoqué tout à l'heure, un capteur comme ça, qu'on fait les premières mesures, la plupart du temps, il faut reprendre la base. Donc, on a la chance d'avoir des référentiels en masse, on utilise ça. Et ça marche plutôt assez bien, puisque finalement, on a vu les résultats qui viennent d'arriver, mais en incertitude élargie, on a des résultats aujourd'hui qui sont très, très positifs. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, je vais pas... D'abord, c'est monsieur, parce que là, ça fait un petit moment. Après Clémence, et puis Paul. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Fabien Selmet, École Centrale Marseille. Et donc, j'ai vu vos résultats très intéressants sur les PM2.5 et les PM10. Mais maintenant, il y a des capteurs qui mesurent les PM1, je dirais presque en routine. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce que cette méthode va être étendue aux capteurs qui mesurent les PM1? Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures de PM1 de façon générale? Alors, ce type de capteur mesure les PM1. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas fait la même étude pour l'instant sur les PM1. Et ça va venir, ça sera fait prochainement. Oui, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est un sujet... Alors, c'est vrai que les capteurs, par défaut, en fait, proposent 3 gammes granulométriques, PM1, PM2.5, PM10. Et nous, le sujet aujourd'hui, c'est finalement ces PM1, qu'est-ce que ça représente vraiment, et est-ce que, au fond, ça apporte une information complémentaire utile. La première chose qu'il faut bien intégrer, c'est qu'en réalité, on commence à mesurer à partir de 300 nanomètres, 0,3, et en fait, on compte entre 0,3 et 1. Donc, en fait, déjà, ça limite un petit peu la portée, et l'intérêt qu'on pourrait avoir, nous, de descendre en taille granulométrique, c'est si on arrivait à toucher ce qu'on appelle les particules ultra fines. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé ici. Malheureusement, en fait, 300, c'est la gamme haute des ultra fines. En réalité, c'est même 100. Donc nous, la gamme PM1, elle est mesurée, on la bancarise, on la regarde, on ne la corrige pas encore, mais objectivement, ce n'est pas la gamme sur laquelle on pense aujourd'hui qu'il y a le plus d'intérêt. On préfère aller basculer directement sur les ultra fines pour venir compléter. Et alors, c'est vrai que l'intuition, c'est de se dire, oui, mais on mesure des particules beaucoup plus fines, c'est plus important. Mais vous voyez qu'on commence qu'à 300, donc vraiment, cette gamme, elle est vraiment trop étroite, finalement, pour qu'elle soit utilisable a priori. Il y a peut-être des utilisations qui pourront être faites sur des granulométries, par exemple. Il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là.
Mais pour le moment, voilà, c'est pas l'exercice sur lequel on travaille le plus. Donc PM2.5, c'est vraiment le standard au fond mondial. Hein, on reste centré là-dessus. Merci. Une autre question. Joëlle Lazerge de l'association Cap au Nord et adhérente à FNE13. Alors, moi j'ai une question par rapport aux données en open source et accessibles sur le site OpenAirMap. Donc j'ai un microcapteur qui a été installé depuis environ 6 mois à mon domicile, qui était référencé et dont les données étaient accessibles avec les courbes qui permettaient d'accéder aux données quotidiennes, mensuelles et annuelles. Et elles ne le sont plus depuis quelques semaines. Alors, moi, je me pose la question, donc, par rapport aux données qui sont accessibles sur le site OpenAirMap, il y a les sources de données, donc il y a différents intitulés, les capteurs nébulaires et les microstations Atmos-Sud. J'ai cru comprendre que pour les microstations Atmos-Sud, donc, ce sont des systèmes qui sont techniquement et technologiquement mieux éprouvés, qui mesurent également un spectre plus large de données de polluants atmosphériques, pas seulement les PM. J'ai cru comprendre que la petite étoile qui est figurée sur le site OpenAirMap référence effectivement ces mini-stations. Et moi, je suis surprise sur le fait que par exemple, mon microcapteur citoyen, donc, qui a été mis à disposition par FNE13, ne figure plus comme un microcapteur citoyen, mais comme une mini-station. Donc, est-ce qu'il y a des erreurs sur le site et est-ce qu'il est normal de ne plus avoir accès aux données en open data, par exemple sur le microcapteur qui est chez moi? Moi, j'ai plus accès qu'à des données instantanées, je n'ai plus aucun recul sur les données par le passé, ce qui est quand même gênant. Alors, juste, je vais répondre par rapport à ça. Effectivement, il y a eu une bascule. Historiquement, tous les capteurs citoyens ne passaient pas par la fameuse base de données Microspot et ne permettaient pas de corriger les données en temps réel. Maintenant, c'est le cas. Ils sont compatibles, ce qui fait que tous les microcapteurs qui sont distribués dans le cadre de ces projets dont je parlais tout à l'heure aux citoyens et qui sont opérés par Atmos-Sud et donc qualifiés, passent par Microspot et permettent d'accéder à de la donnée corrigée en temps réel. Et à partir du moment où on est sur cette chaîne de données, ça veut dire que ce sont des capteurs, en gros des microstations Atmos-Sud, des capteurs qualifiés, et donc on change la pastille qui n'est plus une petite bulle, mais cet hexagone. Et donc votre capteur, vraisemblablement, est accessible sur la carte. Par contre, je sais pas trop pourquoi vous n'accédez pas à la donnée. On peut regarder ça ensemble sans aucun problème. Oui, l'historique précédent. Oui, effectivement, l'historique précédent, c'est vrai que quand on fait la bascule, vous n'y accédez plus sur l'interface, mais on peut tout à fait vous l'envoyer, il n'y a aucun souci, les données existent encore. Préciser, on est en train de travailler sur OpenAirMap pour une deuxième version de l'outil. Et c'est vrai qu'il manque peut-être un aspect pédagogique pour bien comprendre qu'est-ce qu'on regarde, quels sont les différents... Voilà, donc on travaille là-dessus aussi pour que ce soit... Et on est aussi en attente de vos retours par rapport à l'utilisation de cette plateforme, parce qu'effectivement, il commence à y avoir beaucoup d'informations. Et derrière, nous, il va falloir qu'on soit aussi rigoureux pour expliciter clairement, là, c'est de la donnée corrigée, ça, c'est un type de tel capteur, qu'est-ce qu'on mesure comme polluant, c'est aussi les pas de temps. Enfin, il y avait beaucoup d'informations, donc on y travaille activement en ce moment, d'ailleurs. Juste pour compléter, par rapport à ce qu'on disait, je ne sais pas si on nous entend bien, là. Oui. Bon. Vous m'entendez? Voilà. Du coup, oui, simplement pour préciser par rapport à ce que tu disais Mathieu et ce que tu disais Paul aussi, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit depuis le début, ces outils, que ce soit les capteurs ou les plateformes, on avance en marchant avec vous. Donc on s'appuie vraiment sur vos retours et c'est important de les avoir pour pouvoir évoluer, parce que nous on a souvent notre vision d'ingénierie et on se dit bon bah ouais c'est super, ils vont voir ça, et puis finalement quand vous le voyez ça vous intéresse pas ou c'est pas forcément ce que vous attendez. Donc là on a une V2, on va en parler tout à l'heure, c'est Damien qui la présentera, qui est en ligne à partir d'aujourd'hui je crois, et qui décrit finalement, enfin qui reprend les anciens éléments mais avec quelques améliorations, et il y a peut-être des choses encore finalement qui n'ont pas été reportées, mais de toute façon l'idée c'est d'avoir ce qu'on avait déjà qui vous convenait,
dans une version améliorée. Donc s'il manque des choses et qu'elles ne sont pas encore là, ne vous inquiétez pas, on va les ajouter et petit à petit on les améliorera. Mais effectivement, cet historique, je comprends qu'il est très important parce que ça vous permet de voir l'histoire, surtout si vous n'avez pas été là dans la journée, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc il faudra qu'on le réintègre, on va voir comment, mais voilà, tout ça, ça évolue au fil de l'eau et c'est vrai que cette nouvelle version arrive avec des améliorations et puis son lot peut-être de nouvelles choses qu'il faudra encore intégrer. Clémence. Bonjour, Clémence Humez à l'Adré Alpaca. Du coup, Flavie, dans son explication du QAQC, a expliqué qu'il y avait 2 catégories de capteurs, et notamment une catégorie B de capteurs qui était écartée parce que jugée trop aléatoire. Et donc, je me demandais, que faites-vous de ces capteurs que deviennent-ils? Alors, pour reprendre, on a 3 catégories de capteurs en fin d'intercomparaison. On a la catégorie A, les capteurs sur lesquels on a un indice de confiance assez élevé pour les envoyer en correction et les déployer derrière. On a les catégories B, qui sont des capteurs qui peuvent être un peu plus difficiles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, on pourrait en avoir des très mauvais, mais en l'occurrence, ces catégories B, c'est plutôt, on a une confiance qui n'est pas absolue. Ils peuvent, comme l'a montré Morgan tout à l'heure, sous-estimer certaines fois, surestimer certaines fois. Et donc, ça va plutôt être à la discussion en interne. C'est-à-dire, voilà, on a tel pool de capteurs, ils pourraient fonctionner, mais ça va demander une correction un tout petit peu plus importante, et on va pouvoir les déployer. Et à l'inverse, on va avoir la catégorie C, qui sont des capteurs qui sortent beaucoup trop du lot, et où là, par contre, on va avoir des corrections qui sont trop importantes et qui vont venir biaiser l'information. Donc la catégorie B, elle se situe un peu entre les deux, et c'est un droit de regard qu'on a dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le déployer parce qu'il n'est pas si horrible que ça, et finalement, avec une correction un peu plus poussée, on en tiendrait quelque chose de bon, ou au contraire, la correction serait trop lourde, et on va plutôt le rapprocher d'une catégorie C, et à ce moment-là, on va le mettre de côté. Et du coup, les C, vous les modifiez après, ou vous en faites quoi? Pour la catégorie C, ça va dépendre de... Alors, ça fait un très grand sac, la catégorie C. On pourra avoir des capteurs qui sont extrêmement mauvais parce qu'ils sont trop aléatoires par rapport à ce qu'on attend, et on pourra avoir des capteurs qui sont simplement trop éloignés de la référence, mais qui pourraient être exploités derrière sur une partie sensibilisation. C'est-à-dire que s'ils présentent tout de même une bonne dynamique, qui sont capables de voir des choses, qui réagissent, notamment pour le CO2 quand vous soufflez dessus, etc., on va les envoyer plutôt sur la partie sensibilisation. Pour les capteurs qui sont trop mauvais, on va simplement en faire une maintenance, de manière à les réinjecter derrière de nouveau en intercomparaison pour les renvoyer dans le pool. Ok, merci beaucoup.